Alors, nous recevons aujourd'hui Sonia Lagarde, maire de Nouméa et présidente du comité de soutien d'Emmanuel Macron. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur NC News. Merci d'avoir accepté notre invitation je vous en prie. à l'approche de ce second tour des présidentielles, durant lequel Emmanuel Macron sera opposé à Marine Le Pen. Le dernier tour aura lieu ce dimanche. Donc cette campagne présidentielle qui vous a amplement mobilisé en tant que présidente du comité de soutien en Calédonie, où le président a réalisé un très bon score avec 40,51% des suffrages, un record dans l'outre-mer. Comment analysez-vous ce résultat, pour commencer ? Je crois que c'est le résultat du travail accompli. On a eu un président de la République qui nous a d'abord envoyé un Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'est pleinement investi dans le dossier calédonien, qui a suivi plusieurs comités des signataires avec un investissement plein et entier. Et puis ensuite, Sébastien Lecornu, qui lui-même s'est tellement investi qu'il est venu ici malgré le Covid et il a passé quelques semaines en septaine, voire en quatorzaine au début, et qui a toujours maintenu les relations extrêmement étroites avec tant avec les indépendantistes qu'avec les loyalistes, et puis un voyage du président de la République aussi, qui a été un véritable succès avec des annonces voilà, qui nous ont donné des perspectives pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, voilà, alors qu'on n'était pas sur une terre macronienne, vous avez rappelé les chiffres, hein, je voudrais juste quand même, ça pèse dans la balance, parce qu'au premier tour des élections présidentielles en 2017, Emmanuel Macron, au premier tour, il fait 12,75%. Et là, on a un premier tour où il monte à 40,5%. Donc ça quand même veut dire quelque chose. Malgré la faible abstention. Et puis une Marine Le Pen qui dévisse, qui était à 29% et qui passe à 18,8%. Donc voilà, c'est la reconnaissance des Calédoniens du travail accompli. Alors hier se tenait le meeting de clôture de cette campagne en Calédonie, au cours duquel ont notamment participé Édouard Philippe et Sébastien Lecornu. Et étaient également présents de nombreuses personnes, et notamment les hommes et femmes politiques de tous bords, qui ont finalement soutenu le président sortant, à savoir les Républicains calédoniens, Calédonie Ensemble, Génération NC, le MPC, ou encore vous-même et Patrick Roblin, des électrons un peu plus libres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rendez-vous, de ce dernier meeting, si vous pouviez nous retranscrire un peu ce qui s'est passé ? Oui, ça a été un grand moment d'émotion, je dois dire, mais aussi de partage. Un meeting un petit peu hors norme, qu'on n'a pas l'habitude de voir, où on laisse beaucoup de place à des orateurs locaux. Et là, on avait choisi de faire en visioconférence avec Sébastien Lecornu et avec Édouard Philippe, et une vidéo du président de la République qui s'adressait aux Calédoniens. Donc voilà, on a laissé une large place à ces trois personnes, voilà, qui ont joué un rôle pendant ces 5 dernières années, un rôle majeur en Nouvelle-Calédonie, et qui nous ont dit voilà toute la reconnaissance qu'ils avaient vis-à-vis des Calédoniens, parce que au-delà de nous avoir aidés, je crois que les uns et les autres ont tiré aussi des leçons. C'est ce qu'ils ont dit de leur venue en Nouvelle-Calédonie, à la rencontre de gens qui leur ont aussi permis d'avoir une vue différente. Et puis ils ont aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont les clés avec une parfaite connaissance du terrain, et qui sera très propice pour la suite, puisqu'on va rentrer dans les aires de discussion. Et donc c'est bien qu'ils soient à nos côtés. On parlera de ces discussions un peu plus tard. Juste un mot, donc vous dites que les Calédoniens lui ont témoigné reconnaissance et gratitude à travers Oui. ce vote. Mais si on regarde vraiment les choses, est-ce que la situation s'est vraiment améliorée pour la Calédonie sur ce dernier quinquennat ? Alors certes, il y a eu les 3 référendums, mais on est toujours dans cette impasse pour l'instant. Quel regard vous portez bon, est-ce qu'on n'en est pas finalement toujours au même stade, malgré tout ce qui s'est passé ? Alors, oui, vous avez quelque part un peu raison de dire on en est au même stade. Alors, je ne vais pas rappeler ici toutes les aides financières qui ont été apportées par la France durant ces dernières années, ces 5 dernières années, étant des aides financières qu'on a eues pendant la crise du Covid, les aides financières parce que la Nouvelle-Calédonie va pas très bien,
Au global, c'est quand même un chiffre intéressant, hein. C'est quand même 100 milliards qui ont été déversés pendant ce quinquennat pour nous protéger aussi pendant la crise sanitaire et pour nous aider. Alors, on peut dire les choses n'ont pas avancé. Oui, pourquoi elles n'ont pas avancé? Elles n'ont pas avancé parce qu'on avait 3 référendums. Le président de la République les a maintenus, fidèle à l'accord. Il a maintenu avec courage le 3e, même s'il avait été demandé par les indépendantistes. Voilà, certains disaient, mais il tiendra pas sa parole, etc. Il l'a tenu parce que c'est quelqu'un d'audacieux. Mais il faut aussi rappeler qu'on ne peut pas avoir en permanence la politique de la main tendue parce que ici, on est quand même des autonomistes, on a voulu les transferts de compétences, il en manque 3 à exercer, et que la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, la responsabilité des politiques, c'est quand même, puisqu'on a tous ces transferts de compétences, et donc on a les compétences, c'est aussi de faire le travail de façon à ce que les choses aillent mieux. On ne peut pas toujours aller voir ni le grand frère, ni le père, ni la mère patrie pour dire eh ben, il faut nous aider, il faut nous aider. Il faut aussi qu'on puisse montrer à un moment donné à la France, qui nous aide par ailleurs financièrement, de dire ben, on est adulte et responsable et il nous appartient de faire le job ici. Voilà. Donc on peut pas tout demander. Et si les choses n'ont pas avancé, c'est parce qu'on était dans des séquences référendaires qui bloquaient un petit peu les investissements, etc. On a eu la crise sanitaire qui est arrivée, que les choses sont pas faciles, et que à l'issue de ce 3e référendum, eh ben, on va rentrer désormais dans une séquence où il va falloir, eh bien évidemment, beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence pour que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on arrive à trouver une solution qui soit définitive pour la Nouvelle-Calédonie. Alors à ce titre, donc un nouveau statut va devoir être défini, une salve de discussion se prépare, comme vous l'avez dit. Est-ce que Emmanuel Macron est la personne la mieux placée pour faire avancer les négociations, selon vous? Alors je pense que oui. C'est pas je pense, c'est j'y crois. Il propose une méthode et il avance quand même quelque chose qui me semble intéressant parce que les discussions, si à un moment donné elles se feront entre l'État et les politiques, quelle que soit la tendance entre indépendantistes et loyalistes, il y a quand même une consultation très très large qui est souhaitée par le président, qui est celle de consulter la société civile, en particulier les jeunes, le monde associatif, le monde économique, les maires qui ont un rôle important à jouer parce qu'ils connaissent leur population. Et donc, associer tout le monde pour essayer de trouver les solutions, ça me semble important. Et donc, c'est ce qu'il préconise. C'est une méthode qui est nouvelle. Et puis, il arrivera bien à un moment donné où les politiques, effectivement, mais il y aura eu ces études qui auront été menées, cette consultation, on aura les résultats. Et donc, ça va aussi peser de son poids dans les discussions qui vont venir. Est-ce que ce moment, ça sera décisif, notamment pour les indépendantistes qui, pour l'instant, campent un peu sur leur position, contestent les résultats du 3e référendum, demandent un 4e scrutin binaire, affichent des postures assez dures, on l'a vu récemment avec les propos de Daniel Goa. On dit qu'ils ne discuteraient de rien d'autre que d'indépendance. Est-ce que, selon vous, le gouvernement Macron pourrait réussir à passer outre ces impasses, ces blocages? Alors déjà, le président de la République, dans ses écrits et dans la vidéo dans laquelle il s'est adressé aux Calédoniens, il a la politique de la main tendue en disant « Je tendrai la main à ceux qui, le 12 décembre dernier, ont choisi de s'exprimer par le silence. » J'ai vu dans son discours. Voilà, une belle formule, mais qui pose les choses en disant je n'exclus personne et je n'exclurai personne autour de la table. Et c'est évident. Pas juste les loyalistes d'un côté qui vont décider et qui vont discuter avec l'État. Donc je crois qu'il a déjà prouvé avec un quinquennat extrêmement difficile, en particulier avec la crise des Gilets jaunes, qu'il n'avait pas peur d'affronter, qu'il était audacieux et qu'il n'a pas eu peur. Et je crois qu'il aime le contact et il aime un peu aller titiller des électeurs ou des Français qui ne sont pas toujours d'accord avec lui. Donc voilà, moi je lui fais entièrement confiance. Je pense qu'on aura besoin de lui. On aura besoin de lui, on aura besoin de son intelligence et de sa sagesse. Et il faudra, ça sera compliqué. Rien ne sera simple, puisque vous évoquez les postures un petit peu radicales des indépendantistes.
Aujourd'hui, il y a un véritable problème. Personne n'empêchera, tout le monde le sait, hein. Il faut s'en C'est ce que inquiéter j'ai selon dit. vous? Les indépendantistes, de toute façon, vous ne leur enlèverez jamais l'idée d'être indépendantistes. Mais ils sont enfermés aujourd'hui, sans possibilité d'évolution, parce que leur fonds de commerce est l'indépendance. Et donc, c'est ce qu'ils ont toujours vendu. Changer de posture est extrêmement compliqué pour eux. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut regarder la situation d'une autre manière. C'est pas parce qu'on a dit ça pendant des années. Il faut regarder cette partie du monde qui, sans doute, sera très importante dans le monde de demain. Et cette partie du monde, elle est aujourd'hui, elle est extrêmement regardée par des hégémonies nouvelles. C'est la Chine, etc. Et le président de la République l'a bien compris. Et quand il est venu ici faire son discours au théâtre de Lille, il a évoqué ces hégémonies nouvelles. Donc il faut faire très attention parce que la Chine saupoudre beaucoup d'argent sur tous ces petits pays, ces petites îles du Pacifique, jusqu'à les manger demain. Donc il faut faire attention, tout ça doit être regardé et je pense que si on met tout ça autour de la table, eh bien ça peut aussi faciliter les choses parce que ça posera le problème, est-ce que la France, aujourd'hui, cette grande nation, et l'Europe, parce qu'on oublie toujours de parler de l'Europe, est-ce que ça, c'est salutaire pour nous dans cette partie du monde? La réponse est oui. Si vous aviez quelqu'un d'autre demain, est-ce que ce serait tout aussi salutaire? La réponse est non. Voilà. Vous savez, il n'y a plus d'indépendance aujourd'hui, il n'y a que des interdépendances. Et on voit bien les pays européens qui sont tous interdépendants les uns des autres. Voilà. Donc pour vous, ce serait une passerelle en plus vers l'Europe. Mais oui, parce que vous savez, on ne parle pas de l'Europe, mais l'Europe est importante. Elle est importante pour la France, mais elle est importante pour nous. Il ne faut pas oublier que ça fait des années et des années qu'on touche des sommes extrêmement conséquentes, plusieurs milliards sur la formation professionnelle et qu'on a aussi besoin de l'Europe. Et quand on est français, on est rattaché à l'Europe. Donc c'est une chance pour nous. Mais on n'en fait pas totalement partie aussi par notre spécificité. Évidemment. Mais les choses peuvent changer. Il faut faire évoluer ce statut qui est le nôtre aujourd'hui et je pense que les choses seront possibles demain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une chance pour nous d'être français et d'être européens en même temps. Alors vous qui êtes quand même proche de La République En Marche, est-ce que si jamais Emmanuel Macron est réélu, Sébastien Lecornu pourrait-il être de nouveau à l'outre-mer? Ou en tout cas rester dans le giron de la Calédonie? Alors moi je ne peux pas décider aujourd'hui, je crois qu'il faut franchir les étapes, donc on verra bien ce qui va se passer dimanche si Emmanuel Macron est à nouveau président de la République. Moi je ne sais pas qui il prendra comme Premier ministre et qui elle sera son ministre de l'Outre-mer. En tout cas, on a eu un Premier ministre fort, qui connaît bien, qui était Édouard Philippe, on a un ministre de l'Outre-mer extrêmement fort qui était Sébastien Lecornu, et je crois que dans la séquence qui va s'ouvrir pour la Nouvelle-Calédonie, le président de la République, quelles que soient les fonctions qu'exerceront ces deux hommes demain, eh bien, il aura besoin de leurs conseils parce que quelque part, pour nous avoir bien fréquentés, ils ont quelque part les clés et une compréhension de la Nouvelle-Calédonie et de ces hommes. Donc, je pense qu'ils seront pas très loin. On lui a parfois reproché à Emmanuel Macron son manque de fermeté sur certains dossiers. Est-ce qu'une Marine Le Pen aurait pas plus de cartes en main pour finalement imposer cette Calédonie dans la France que les Calédoniens ont d'ailleurs appelé de leur vœu? Non, mais là, je crois qu'on est en train de faire un faux procès. Moi, je suis un peu choqué par les propos que j'ai pu entendre aujourd'hui de Simon Louis-Cotte qui dit avec Marine Le Pen, on sait que la Nouvelle-Calédonie restera française, avec Emmanuel Macron, elle deviendra indépendante. C'est pas le cas. Alors, après, on est dans une campagne électorale et tous les excès sont permis. Et il y en a qui sont permis, mais qui ne devraient pas exister parce que là, ça va quand même très loin. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron nous a fait la démonstration que la Nouvelle-Calédonie pourrait être indépendante demain. C'est faire un faux procès et c'est extrêmement mensonger. Moi, je dis, il y a deux projets qui vont s'affronter. Il y a un homme et il y a une femme qui défendent des idées totalement différentes et on a une idée de la démocratie avec Macron, avec Marine Le Pen. Je ne sais pas si on a la démocratie devant nous parce que même avec une image d'une Marine Le Pen qui s'est améliorée, il faut le dire, je le reconnais, extrêmement souriante dans cette campagne, avec
assez ronde, très, très adoucie. Je crois que les vieux démons de l'extrême droite sont toujours là. Donc voilà, après on sait ce qu'on a aujourd'hui. On sait ce qu'on a. On a déjà travaillé avec eux. Et Marine Le Pen, pour moi, demain, en dehors de se draper dans un drapeau bleu, blanc, rouge, ça reste l'inconnu concernant la Nouvelle-Calédonie et concernant la France aussi. Très bien. Alors, parlons de statut, donc ce futur statut dont il va être décidé. Plusieurs projets s'affrontent, hein. Pour l'instant, on a l'hyperprovincialisation défendue par Sonia Backès, Pierre Frogier, et de l'autre côté, Génération NC qui défend plutôt une Calédonie une et indivisible avec son projet de réunification calédonienne. Est-ce que le président de la République s'est confié, lui, sur ses préférences éventuelles pour ce nouveau statut? Non, il s'est pas confié parce qu'il y a ce côté qui est relativement impartial et c'est tant mieux de l'État jusqu'à présent. Mais enfin, on a quand même Jean Castex répondant à quelqu'un à l'Assemblée nationale, il me semble, ou au Sénat, qui a dit que sa préférence était une Calédonie française. Donc on n'a pas un Premier ministre qui peut s'exprimer comme ça si ça n'est pas quelque part un peu la tendance du chef de l'État. Il faut engager les discussions. On ne peut pas avoir des positions aussi radicales comme ça d'emblée, parce que sinon ce serait brusquer tout le monde. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Le dossier va s'ouvrir, et donc voilà, je pense que l'État pèsera, parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans cette partie du monde, la France a tout intérêt à y rester. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se jouer, mais il faut y aller avec prudence, avec sagesse, et il ne faut pas heurter les gens. Il faudra toutefois réussir à accorder les violons entre les indépendantistes et bien les sûr, et c'est les pour ça que le loyalistes. chemin, même s'il est très raccourci, il va être difficile. Ouais. Et même au sein des Mais- loyalistes, il va déjà falloir s'entendre. Est-ce que Ben voilà. Et après, vous m'avez posé la question là sur le fait qu'il y ait une provincialisation. Certains préconisent une hyperprovincialisation et puis pas de province pour génération. Je crois qu'on est un petit peu, je ne sais pas si ça reflète vraiment, on est peut-être un petit peu dans des postures. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose que je préconise, mais est-ce que je serai suivi ou pas? Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que c'est la fin de l'accord. Ok? Par contre, on doit avoir aujourd'hui la possibilité, les uns et les autres, en dépassionnant le débat politique, de se mettre autour d'une table, puisqu'on est à la fin de quelque chose, et qu'on va engager des discussions pour arriver à quelque chose de nouveau. On ne peut pas arriver à quelque chose de nouveau si on ne se pose pas les bonnes questions et de savoir ce qui a fonctionné et pas fonctionné. d'où Et l'intérêt donc, de faire un il y a bilan des accords et des Évidemment, compétences? évidemment. Et c'est une manière comme une autre de mettre tout le monde autour de la table. Les indépendantistes ont les mains dans le cambouis aujourd'hui et se rendent compte de toute la difficulté qu'il y a à gouverner. Et donc, ils ont, de la même manière que les loyalistes, ont des choses à dire. Aujourd'hui, on doit revoir tous les sujets, dire celui-là, il a fonctionné, on n'a qu'une raison de le changer, mais il y a tel secteur qui n'a pas fonctionné, et est-ce qu'on a des solutions à apporter pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux? Il y a des tas de sujets. Et donc, je pense que ça peut être aussi une porte d'entrée en dépassionnant le débat, mais juste De parce poser qu'on des a du éléments. vécu et qu'on gère des collectivités, tous les jours de se dire, est-ce qu'on peut faire avancer cette chose-là pour éviter qu'aux uns et aux autres, on ait ce parcours du combattant à faire, et puis on voit bien que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas véritablement fonctionné. Peut-être que c'est une bonne étape. Moi, je la préconise, il faut en commencer par là. Est-ce que vous préconisez, comme Emmanuel Macron, le projet de se retrouver pour les loyalistes dans une maison commune, hein, qui serait un peu une confédération de partis comme il le souhaite? Alors écoutez, cette maison commune, je ne pense pas qu'elle vienne d'Emmanuel Macron. Elle a été, c'est une formule qui a Reprise, été peut-être. reprise, donnée, etc. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça rime, la maison commune, parce que cette maison commune, elle a été lâchée comme ça dans une discussion par un loyaliste en disant, bah oui, si on est tous macroniens, on va tous rentrer dans la maison commune. Tout le monde ne l'est pas quand même, Bah, à droite, précisément. Voilà. Après, je pense pas que au moment où ça a été dit, ça avait peut-être du sens, mais on voit bien aujourd'hui qu'on a toutes les difficultés du monde, où les loyalistes ont toutes les difficultés du monde à mettre tout le monde dans la maison commune. Donc, Ouais. Rappelons le Moi, dernier épisode voilà. au Congrès, Et en fait, la ça a rupture été- du groupe oui. la semaine dernière. Et en plus, ça a été évoqué à un moment donné où on se posait la question de l'après présidentiel, de façon à ce qu'on essaie de stabiliser et qu'on arrive à mettre en place une structure
qui sera un parti que fera le président de la République. Est-ce que ça va continuer à être La République en marche ou autre chose? Et donc, on est quand même un certain nombre aujourd'hui à soutenir Macron et à dire demain, il va falloir qu'on se structure. Voilà. Et c'est comme ça qu'est partie cette idée de maison commune. Moi, je dis qu'il y aura un parti qui s'appellera X. Et donc, si c'est La République en marche, on sera République en marche. On y adhérera. Et puis, voilà. Mais la maison commune, pour eux, c'est un terme très calédonien qui n'est pas forcément adapté à la situation. Reste à savoir qui en fera partie. J'en parlais tout à l'heure, la rupture du groupe Avenir en confiance au Congrès. Les élus apparentés à La République en marche, à savoir les Républicains calédoniens, le MPC, qui ont quitté le groupe présidé par Virginie Ruffnac, pour en créer un autre auquel s'est joint Génération NC, donc une composition avec pas mal de gens qui soutiennent Emmanuel Macron. Il ne reste plus que Calédonie Ensemble qui n'en fait pas partie et le Rassemblement qui se retrouve évincé de ce groupe. Est-ce qu'à votre avis, c'est un peu un état actuel en fait de ce qui va se passer aux législatives par rapport à ces divisions de groupes? Est-ce qu'on risque de retrouver cette recomposition de paysage politique aux législatives et au-delà dans l'Assemblée nationale? Alors après, moi, comment je vais dire ça? Je ne cautionne pas ces éclatements, mais après, la politique, elle est faite aussi par des hommes et des femmes, avec peut-être des égos un peu plus voyants, un peu plus grands, en tout cas, que la personne lambda. Je pense qu'il y a une part d'ego là-dedans, mais il y a aussi un espèce de faire-valoir de la part des Républicains en disant nous, on est plus fort que tout le monde et on est plus nombreux. Aujourd'hui, quand on voit la défaite absolument criante de Valérie Pécresse, on peut s'interroger sur ce qu'il reste des Républicains en métropole et ce qu'il reste des Républicains en Calédonie. Et j'ai trouvé extrêmement maladroit le fait de quitter le Congrès à un moment donné parce que ils ont considéré les loyalistes avoir été maltraités par le gouvernement qui ne voulait pas répondre à un certain nombre de questions et que dès le lendemain on fasse une annonce pour dire on est candidat aux législatives. Les Calédoniens, pour beaucoup d'entre eux, ont très mal réagi en disant vous quittez le Congrès et puis le lendemain vous annoncez donc c'est quoi qui compte, c'est nous ou c'est vos places et votre élection demain. Donc j'ai trouvé ça extrêmement maladroit. Il y a des étapes à franchir. Moi, j'ai toujours refusé, la question m'a été posée par un certain nombre de journalistes, je refuse de répondre à cette question parce que on franchit les étapes les unes après les autres. Vous savez, c'est une course de haies, hein. Et donc là, on a une étape à franchir qui est celle de la présidentielle. Dès que la présidentielle sera passée, eh bien, à ce moment-là, il faudra se déterminer les uns et les autres de savoir qui en envoie et j'espère bien qu'il y aura un consensus mais enfin, il y aura peut-être un consensus mais qui ne sera pas élargi, puisqu'il y en a déjà, que ce soit Thierry Santa ou Madame Ruffnac, qui ont déjà dit qu'ils partaient. Donc déjà, le camp loyaliste est déjà séparé. Voilà. Après, qui du noyer, qui d'un tel ou d'un tel partira, ça fera l'objet. Et puis enfin, si quelqu'un partait demain, et ce sera le cas sous la bannière de la République en marche, eh bien, il faudra aussi qu'on ait le consensus de Paris. Donc, il n'y a rien qui est décidé aujourd'hui. Il n'y a rien qui est décidé. Voilà. En tout cas, donc, on verra demain. Si Emmanuel Macron est réélu, il y aura en tout cas un intérêt de la majorité présidentielle. Absolument. Absolument. Et puis demain, est-ce qu'on sera derrière la majorité présidentielle en termes de parti qui aura sans doute un nom? On y sera, mais on n'y sera pas tout seul. Et c'est comme ça que les choses se font. Pas autrement. Très bien. Il y a pas, dans ce système-là, il n'y a pas d'électrons libres. On trouve un consensus entre nous sur un positionnement pour tel ou tel candidat dans la première et la seconde, et on a l'aval de Paris, et là on est clair, on est clean, et c'est comme ça que j'entends les choses. Vous-même, vous positionnez comment dans cette alliance de l'AEC auquel... D'abord, moi je ne suis pas candidate, mais d'abord j'étais une macronienne de la première heure, et je continue, Après continue Patrick à Louis l'être. quand même. Pardon? Après Patrick Louis, non? Après Patrick Louis?
Oui, oui, mais moi j'ai été très très proche de Patrick Louis quand il a annoncé qu'il soutenait Macron, et j'ai été la seule politique à me déclarer en 2017, alors que personne ne le faisait et que beaucoup qui n'avaient pas voté Macron. D'ailleurs, hier soir, beaucoup d'entre eux l'ont dit, on n'a pas voté Emmanuel Macron, mais on a changé. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, hein. Tout à fait. Alors revenons au programme d'Emmanuel Macron. S'il est réélu, quel sera globalement à moyen terme le projet qu'il portera pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, hein? Maintenant que les Calédoniens ont dit par 3 fois non à l'indépendance, est-ce qu'on a un peu une idée de ce qu'il pourrait prôner pour la Calédonie globalement? Bah écoutez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir mettre tout le monde autour d'une table. Il va falloir évaluer toutes les perspectives. Il va d'abord falloir faire réussir une prouesse et de mettre tout le monde autour de la table, hein. C'est déjà suffisamment compliqué. C'est d'analyser franchement la situation. Et puis la méthode qu'il préconise, c'est d'abord une consultation de la société civile, je vous le disais. Et puis ensuite, il faudra trouver avec les indépendantistes une solution pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est avancé. Je crois qu'il faut s'engager vraiment dans ces discussions et trouver la formule. En tout cas, ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, c'est une Nouvelle-Calédonie qui soit en paix avec elle-même et qui soit en paix en paix dans la France, bien évidemment. Je ne vois pas d'autres perspectives qu'on pourrait avoir. Et dans ce qu'il Et propose le à président de la l'échelle, République l'a très bien compris. dans ce qu'il propose à l'échelle nationale, bon, compte tenu de notre fort niveau d'autonomie, tout n'est pas déclinable à la Calédonie, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui pourraient concerner la Calédonie dans ce qu'il propose? Non, mais je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure que ici nous sommes des autonomistes. C'est comme ça qu'on nous appelle en métropole. Oui, c'est comme ça que Et donc, Sébastien on Lecornu... décide de tout. On décide de tout. On est compétent en termes de fiscalité. On a eu tous les transferts en termes de droit civil, etc., etc. À part les compétences Donc, régaliennes. en Et dehors les des communes. compétences régaliennes, et puis des 3 transferts qui n'ont pas été faits, qui sont l'université, L'audiovisuel l'audiovisuel, et puis et l'égalité. le contrôle de l'égalité. Et les communes. Donc, voilà. Et les communes qui sont intégrées dans le contrôle de l'égalité. Donc, après, il faut d'abord qu'on apprenne véritablement, nous, à bien exercer ces transferts, et on a même un pouvoir législatif ici. Et donc, voilà, on ne peut pas en permanence dire est-ce que dans le programme de la France, il est fait globalement. Il n'empêche que le président de la République, il s'est adressé à nous, voilà, sans vanter une solution par rapport à une autre, mais on pourrait s'inspirer de son programme pour la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire essayer de juguler les inégalités sociales qui existent ici, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose. Il y a des gens qui ont des difficultés, voilà, en termes de logement. On peut mettre des tas de choses en place, s'inspirer de son programme, mais ça n'est pas à lui à nous dire pour la Nouvelle-Calédonie, vous voulez ça, vous devez avoir ça. Voilà. Il est suffisamment intelligent pour avoir compris que on est grand et responsable et qu'il nous appartient aussi de faire les choses. Il y a un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de la réouverture du corps électoral, hein, Oui. qui lui tient à cœur. Est-ce qu'on a des idées sur la manière dont il compte procéder aussi pour réouvrir ce corps? Alors ça fera partie des discussions, Oui, bien c'est ça. évidemment, parce qu'on peut pas rester, on peut pas rester comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés dans ce pays, qui se sont investis, qui payent des impôts, et les empêcher de voter me semble tout à fait, c'est à la limite de l'acceptable. Ça n'est même pas acceptable. Moi, vous savez, je n'ai pas voté l'accord de Nouméa. En tout cas, j'ai voté contre. Oui, je sais. Pour une raison qui était très simple, c'est qu'on s'interrogeait sur le financement par la France pour assumer les transferts de compétences. Et puis une autre question qui était cruciale à mon sens, où déjà on avait un corps électoral qui posait des problèmes. Et donc c'est les 2 raisons qui ont fait que j'ai dit non à cet accord, même si je savais que c'était un accord de paix. Donc il faut qu'on en parle et il faut qu'on arrive, de toute façon on est arrivé au bout du processus, et donc il faudra s'interroger, est-ce que ce corps-là, il sera définitivement ouvert, ça fera partie des discussions, ou alors est-ce qu'il sera glissant? Est-ce que les gens qui arriveront pourront voter au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et il appartiendra aux politiques locaux avec l'État d'en déterminer le nombre d'années. Voilà. On pourrait très bien aller sur un corps glissant à 100 ans. Alors après,
Ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans. Je pense que 5 ans, quand même, on a fait ses preuves quand on veut venir, qu'on s'est installé et qu'on a décidé, parce que le pays vous plaît, d'y faire votre vie. Et il n'est pas normal que ces gens-là ne puissent pas voter. Moi, je suis choqué par ça et c'est la raison pour laquelle j'avais voté non. Oui. Enfin, j'avais voté contre cet accord. Alors très bien, donc tout se terminera au deuxième tour dimanche. Oui. En 2017, Emmanuel Macron était arrivé derrière Marine Le Pen à Nouméa, en Calédonie, avec 49% des voix. 3 référendums plus tard, le président sortant semble avoir conquis quand même bon nombre de Calédoniens. Est-ce que vous êtes confiante sur les scores et pensez-vous que ça s'inverse, les scores entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en tout cas en Calédonie? Oui, mais on va faire mieux, c'est évident, parce que et d'ailleurs sur Nouméa, voilà, Marine Le Pen était passée en tête, hein, elle était à 52%, je crois, ou à 50-52, je sais plus. Mais oui, on va faire mieux parce que Ça a déjà été le cas au premier tour. premier tour, et là, il faut aller chercher, bien évidemment, les abstentionnistes. Qui ont été nombreux. Qui ont été nombreux, mais où le jeu est quand même faussé. Parce que vous savez, on a... je schématise. Je dis, il y a 50%, la moitié de la population indépendantiste qui n'est pas allée voter, même si les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais on va faire comme ça. Et puis 50% de loyalistes. Donc, quand on enlève toute cette frange de la population indépendantiste qui a dit on ne pas voter, sauf quelques-uns d'entre eux qui sont allés voter et ont affiché plutôt un vote pro-Mélenchon, il reste tous les autres. Et donc, dans les autres, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'aller à l'élection, d'aller voter pour cette élection demain, puisque les indépendantistes aujourd'hui ont dit qu'ils allaient s'abstenir, donc il y a un certain nombre là d'abstentionnistes. Mais il faut comprendre aussi que ce taux d'abstention, il n'est pas véritablement le reflet de la vérité. Parce qu'on a inscrit 30 000 électeurs d'office, en croisant les fichiers de l'ISEE, de la CAFAT, etc. Et on sait très bien, sur ces 30 000, il y en a pas moins de 10 000 sur la commune de Nouméa. Aujourd'hui, on peut considérer, quand on regarde un peu ces chiffres, qu'il y aurait sur les 10 000 à peu près 6 000 personnes qui ne viennent jamais voter. C'est des gens qui ont fait un choix. Et ceux-là, vous ne les ferez pas revenir en arrière. Mais ça nécessitera, par la suite, on pose des vraies questions d'un toilettage de ces listes électorales, parce que ça vient plomber, si je dois dire, de manière vulgaire, le taux d'abstention. Parce que si vous avez inscrit d'office des gens qui viennent jamais voter, effectivement, moi dans mon bureau à la mairie de Nouméa, mairie numéro 1, j'ai 900 électeurs, un peu plus de 900, dans ce bureau-là. Et puis on a un deuxième bureau, il y en a à peu près 1200, et un troisième bureau qu'on a fait à la veille des élections référendaires, où là on a mis des gens inscrits d'office, et c'était un bureau qui avait 1500 personnes. Sur les 3 référendums, il n'y a que 100 personnes qui sont venues voter sur les 1500. On s'est dit, on ne va pas laisser ce bureau comme ça, et donc on a rapatrié sur le bureau numéro 1, que je préside. Et donc moi je suis passé de 900 à plus de 2000. Alors effectivement, quand vous en avez déjà sur 1500, 100 qui viennent voter, effectivement, moi j'ai eu un taux d'abstention record. Mais parce que ça a tiré vers le bas le taux d'abstention. Donc, moi j'appelle tous ceux qui ont la possibilité de voter, y compris ceux qui n'ont pas le droit de vote aux élections provinciales, de venir voter. Et j'engage tous ceux qui ne sont pas venus et qui ont la possibilité de voter à le faire de la même manière. Parce que je considère que on ne peut pas aller voter à un référendum pour ceux qui peuvent voter. Parce qu'il y en a qui ne sont pas venus voter dimanche. De dire, on va voter au référendum avec un pourcentage assez important d'électeurs. De dire, on va aller dire non à l'indépendance parce qu'on veut rester dans la France. Ceux-là même qui ont mis un bulletin non à l'indépendance et qui veulent rester dans la France, ils ne vont pas voter pour un président de la République, dont on aura besoin demain. Moi, il y a quelque chose qui me choque dans la démarche. Et je peux comprendre, j'arrive pas à comprendre, mais je peux comprendre qu'on ait pu avoir autre chose à faire ce jour-là, que voilà. Mais je les appelle, ceux-là, à venir voter, et puis j'appelle aussi ceux qui sont privés du droit de vote pour des élections importantes, les référendums, c'est-à-dire les 40 000 personnes. Ceux-là peuvent aller voter pour l'élection présidentielle, alors faites-le.
Parce que le droit de vote, c'est un droit fondamental. On a dans l'histoire des gens qui se sont battus pour avoir ce droit de vote et je crois qu'aujourd'hui on doit l'utiliser. Et surtout quand on habite en Nouvelle-Calédonie et qu'on a le spectre devant nous de discussions à venir pour maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Voilà, je pense qu'on ne peut pas jouer avec ça. Merci beaucoup Sonia Lagarde Mais pour je vous ces en prie. différents éclairages. J'étais ravie. Ben, merci beaucoup, c'était Merci. très intéressant.